d'antihydrascore harmonique pour être utile dans ce cas-là, mais je n'ai pas d'expérience. Notamment dans l'hyponatrémie induite par les hydrex. Pas d'expérience là-dessus. Quelqu'un a-t-il de l'expérience pour la partager? L'acétosalamide, je la mets quasiment pas actuellement. Clément le met de temps en temps soins intensifs en sus de GLT2. Moi, j'avoue qu'à l'absence de preuves d'intérêt de cette association, je ne la promeux pas, mais pourquoi pas, il y a pas mal d'essais en cours sur la forme orale de l'acétosalamide qui pourrait être utilisable dans l'insuffisance cardiaque décompensée à minima qu'on gère maintenant à domicile par la télésurveillance, mais pour l'instant on n'a pas les résultats. Donc l'acétosalamide c'est encore en cours de travail. Il faut avoir un niveau de preuve plus élevé pour la promulguer. Pour l'instant, elle n'est pas recommandée par la Société européenne de cardiologie. La place des ARN dans l'insuffisance cardiaque à préservation préservée, elle est systématique, puisque vous avez l'étude Finn-Hartz qui a démontré qu'elle diminuait un critère dur, les décès cardiovasculaires, les hospitalisations pour insuffisance cardiaque, qu'en reprenant l'étude Top 4, la spironolactone faisait exactement la même chose, là où elle était bien employée, c'est-à-dire chez les patients en Amérique, Canada, États-Unis, Mexique, où c'était les vrais malades qui étaient testés, c'était les revenants positifs. Cette étude avait été faussée par des faux malades mis en place en Russie et en Géorgie, donc qui n'étaient pas insuffisants cardiaques en fait, parce que dans ces pays-là, il n'y avait pas les peptides diurétiques pour faire le diagnostic de la maladie. Donc en fait, c'est confirmatoire, et la méta-analyse le montre bien, il faut donner un ARM dans toutes les formes d'insuffisance cardiaque, y compris préservé, s'il n'y a pas de contre-indication, bien sûr. Quant au bumétamide et au furosémide, c'est pareil. Donc moi, je privilégie le furosémide par expérience, parce que je connais très bien cette molécule depuis le temps que je l'utilise. Et le bumétamide, je la réserve de temps en temps à des patients qui semblent résistants ou tolérés pour des doses, alors que la sévérité ne l'expliquerait pas, pour des problèmes d'absorption. Mais personnellement, je l'utilise quasiment jamais. Mais c'est une habitude, un habitus plus qu'autre chose. Bon, je crois qu'il faut s'arrêter, non? Ce sera bon, je pense. Merci encore pour le cours qui est très, très complet et puis toutes ces réponses en plus. Alors, bioéquivalence entre le furosémide injectable et le furosémide oral, le furosémide oral injectable est beaucoup plus efficace. Mais quand tu attaques le furosémide injectable, comme tu es dans une situation de résistance au diurétique de Lance, de Féroce, tu utilises à peu près la même dose. Quand tu résistes à 500 mg de furosémide oral, tu vas utiliser 500 mg de furosémide injectable. Par contre, quand tu vas repasser du furosémide injectable au furosémide oral, il faudra avoir une posologie moins élevée. Il n'y a pas d'équivalence stricte, qui peut fonction de la clinique. Voilà, mais merci à tous. Merci beaucoup encore une fois pour votre cours qui était très complet, pour vos réponses, professeur Gagné. On va enchaîner tout de suite avec le docteur Goemine sur la gestion et l'utilisation des patients porteurs de LVAD dans le cadre de l'USIC. Alors, donc c'est bon, normalement c'est vous qui êtes connecté. Bonjour. Bonjour. Alors, il faut que je puisse avoir... ah oui, partager l'écran, pardon. On va. Partager. Je sais pas, vous voyez bien mon écran? Oui, on voit tout l'écran. Super, c'est en présentation, parfait. Et on a le son. Super. Donc bonjour à tous. Eh bien, je vais vous parler des trucs et astuces pour gérer les patients qui sont porteurs de LVAD et qui peuvent être amenés à poser des problèmes et des complications. Pour rentrer directement dans le vif du sujet, voici un petit rappel résumé du principe de fonctionnement d'un LVAD. Donc LVAD pour Left Ventricular Assist Device, donc c'est-à-dire assistance monoventriculaire gauche. Donc comme son nom l'indique, une assistance monoventriculaire gauche sous-entend la nécessité d'avoir une fonction ventriculaire droite correcte. Et comme on peut le voir là sur ce circuit, c'est une assistance donc, qui est implantée à la pointe du ventricule gauche avec une réinjection qui se fait au niveau de l'aorte, quel que soit le type de dispositif. C'est le même principe en fait, quel que soit le dispositif. C'est du matériel donc qui sous-entend d'avoir une anticoagulation
Et c'est du matériel, donc une alimentation électrique qui, dans la majorité des dispositifs, sort en fait au niveau de l'abdomen avec une ligne électrique. Et on a un appareillage externe qui peut générer des alarmes et donc entraîner quelques motifs de consultation aux USIC. Et il faut toujours garder en tête, pour ces patients qui sont implantés d'une résistance monogauche, le projet global du patient, à savoir, est-ce que ces patients sont implantés de l'assistance en attente de transplantation? Donc on appelle ça du bridge to transplantation. Est-ce que ces patients, au contraire, sont contre-indiqués à la transplantation, par exemple parce qu'ils sont trop âgés ou parce qu'ils ont une contre-indication formelle, par exemple un cancer? Ça s'appelle de la destination therapy. Et parfois, chez certains patients, le projet n'est pas encore bien défini. On appelle ça du bridge to decision ou candidacy. Il y a quelques cas qui sont rares, c'est à peu près 2% des cas, où certains patients récupèrent et on peut parfois retirer l'assistance. Ça s'appelle du recovery, bridge to recovery.